Déjà, bonjour tout le monde. Merci d'être là. Merci de partager ce moment avec nous. L'idée cet après-midi dans cet atelier, c'est de voir ensemble ce que représente une fabrique numérique de territoire, qu'est-ce que c'est, de la définir ensemble, et puis d'expliquer un petit peu en quoi consiste le projet de fabrique numérique de territoire à Orléans, comment on l'a travaillé ensemble et qu'est-ce que ça suppose également comme méthode de travail ensemble. Parce que c'est un projet avant tout collaboratif, vous allez le voir, c'est un projet qui vraiment a pour ambition de faire travailler ensemble les acteurs et de créer des initiatives sur les territoires. Donc, ce que j'espère, c'est que durant cet atelier, vous puissiez participer, que vous puissiez donner vos avis, également réfléchir ensemble aux possibilités que ça peut représenter, cette fabrique numérique de territoire, et puis aussi, j'espère aussi que ça permettra de préciser, de clarifier un petit peu ce que c'est. Et c'est pour ça que je laisse la parole à Julia pour ce faire. Alors, excusez-moi, ok. Juste parenthèse technique, Mohamed, en fait, on ne peut pas avoir tous les deux le partage d'écran. Donc, dès que moi j'ai fini mon partage d'écran, j'enlève et comme ça, Gwen pourra nous mettre le partage d'écran. Désolée pour la petite parenthèse. Donc, bonjour à tous. Je ne sais pas combien, vous êtes 29. On ne va pas avoir le temps, je pense, de faire un tour de table. C'est dommage. En tout cas, moi, je me présente du coup très rapidement. Je m'appelle Julia Reboa. Je travaille à l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Donc, c'est à Paris. C'est un service de l'État et on mène une politique de tiers-lieux en complémentarité de ce que font les collectivités territoriales. Nous, notre dispositif sur les tiers-lieux, ça s'appelle Fabrique de territoire. La spécificité des fabriques de territoire, c'est que c'est des tiers-lieux, effectivement, mais qui jouent un rôle de lieu ressource pour d'autres tiers-lieux. Donc, comment on accompagne les collectifs à faire tiers-lieux et aussi qui font de l'inclusion numérique. Et c'est pour ça que, du coup, on travaille beaucoup avec Mohamed qui est là et on travaille aussi beaucoup dans votre région avec Rémi Toisier qui est à la tête du JPRECIA et qui travaille beaucoup avec la préfecture et la région. Rémi est là, donc il pourra sûrement faire une petite interview aussi pour se présenter un peu plus loin dans l'atelier. Très rapidement, on m'a demandé aujourd'hui de présenter le dispositif Fabrique de territoire. Moi, je suis au niveau national, je pourrais vous en parler longtemps, mais je pense que Mohamed en parlera beaucoup mieux que moi parce que lui, il est à la tête d'une fabrique de territoire, donc je pense que c'est mieux si c'est moi qui en parle. En revanche, je peux vous passer un film parce que du coup, on crée des films qui s'appellent Hyperlien et il y en a un notamment qui a été filmé dans une fabrique numérique de territoire à Marseille. Je vous conseille tous d'aller voir ces films. Il y a 2 saisons. C'est un parcours en France où vous pouvez découvrir plein de tiers-lieux, ruraux, urbains, numériques ou pas. Et ça vous permettra vraiment de voir un peu ce qu'on fait au niveau national. C'est hyper parlant. Il y a plein d'acteurs que vous connaissez sûrement mieux que nous. Donc, je vous conseille vraiment d'aller les voir. Si vous avez des questions sur Fabrique de territoire, vous n'hésitez pas à m'envoyer un mail ou à me poser maintenant des questions. Je laisse la parole à Mohamed et moi, je reste là le temps de l'atelier. Voilà. Mohamed, je vous laisse la parole. Julia. Merci, Julia. Écoutez, ce que je voudrais faire, c'est vous proposer de parcourir un petit slide qui présente un peu notre projet, en tout cas le schématise un peu. Je vais essayer de le partager. Alors déjà, j'ai l'impression que c'est un petit peu expérimental là, cet après-midi. Le lien de partage, je ne sais même pas où il se trouve, excusez-moi, parce que voilà, sur le côté, il arrive. Je pense. Voilà, en bas. Est-ce que vous voyez quelque chose? Non, on n'a rien, Mohamed. Ça arrive. Hein. Bon, du coup, je déroule un peu sur Fabrique de territoire. Fabrique de territoire, du coup, c'est un dispositif de l'Agence nationale de la cohésion des territoires qui finance des tiers-lieux. On finance des tiers-lieux. Aujourd'hui, on en finance 170. On va en financer 300 en tout pendant encore 1 an. Donc, il y a des vagues tous les 3 mois. Donc, vous pouvez candidater tous les 3 mois. La prochaine, c'est le 31 décembre. On me parle niveau technique. Normalement, vous avez les droits maintenant, Mohamed. Donc, c'est des vagues tous les 3 mois. Vous pouvez postuler. Vous avez toutes les informations sur notre site. Est-ce que tout le monde a bien le lien vers notre site si vous êtes intéressé? Sinon, je peux vous l'envoyer. L'idée, bien sûr que je peux vous donner mes coordonnées. C'est beaucoup plus simple, vous avez raison. Hop. Voilà. Moi, je suis la référente sur votre région.
On est 3 personnes dans le service, on est répartis entre régions. Donc vraiment, n'hésitez pas, je suis vraiment votre interlocutrice. Je vais vous donner le lien vers le site pour que vous puissiez aller vous renseigner sur le dispositif. Il y a le cahier des charges notamment, mais il y a aussi notre foire aux questions. Il y a pas mal d'informations. Hop. Ok. Et ouais, je sais pas Mohamed. En tout cas, je sais que Rémi Toisier, qui est là aujourd'hui, accompagne beaucoup de porteurs de projets sur la question. Donc, vous pouvez aussi contacter Rémi. Rémi, peut-être si vous pouvez mettre votre adresse mail aussi. Oui, voilà, c'est ça. On travaille beaucoup avec Rémi. Rémi, n'hésitez pas à mettre votre contact. C'est complètement complémentaire parce que Rémi travaille beaucoup avec la préfecture notamment. Ah, mais c'est une très bonne question, Claire. Qu'est-ce que un tiers-lieu? Bon, déjà, c'est pas à moi de le dire, je pense, parce que même les acteurs des tiers-lieux seraient bien en difficulté d'avoir une définition commune. Donc, en fait, nous, ce qu'on a fait au niveau de l'État, c'est qu'on a défini une définition, voilà, du tiers-lieu, avec notamment l'idée que le tiers-lieu, c'est une pluriactivité, qu'il faut qu'il y ait un ancrage local, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose qu'on pose sur un territoire comme ça, et qu'il y ait une gouvernance collective. Voilà, c'est l'idée. Ah, le partage est en cours. Vous voyez Claire, voilà, Claire, voilà, c'est les 3 critères pour être un tiers-lieu selon nous. Et ensuite, on y rajoute le rôle de l'U-Ressources. Je laisse la parole à Mohamed. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions par mail. Merci, Mohamed. Merci, Julia. Est-ce que tout le monde voit l'écran? Ça s'affiche? Parfait. Ok, super. Donc, nous avons déposé notre dossier Fabrique numérique du territoire il y a maintenant un peu plus d'1 an. Et l'idée de départ était de créer un lieu qui soit multisite, plus qu'un tiers-lieu, c'est-à-dire l'idée vraiment de créer du travail en commun et des collaborations qui permettent en fait sur les territoires de développer du faire ensemble. Donc, alors je vous ai découpé un petit peu cette présentation en 4 étapes. La première, ce serait de définir un petit peu qui nous sommes, c'est-à-dire l'identité un petit peu de notre Fabrique numérique de territoire. Dans un deuxième temps, ce sera des parties très courtes, hein. Dans un deuxième temps, voir un peu les missions de cette Fabrique numérique du territoire. Ensuite, l'écosystème, de comment ça fonctionne, en gros, quels outils et quels moyens nous y mettons, et quelques cas d'exemples. Et puis enfin, de vous laisser la parole, et puis peut-être de faire une discussion libre et peut-être répondre à des questions si vous en avez. Alors, l'identité, ça part un petit peu, l'ADN de cette Fabrique numérique de territoire, c'était de faire en sorte de devenir un partenaire ressource pour créer des possibilités de collaborer. Donc, un lieu ressource pour un réseau, et un réseau local qui soit dynamique et qui permette en fait de résorber un peu plus ensemble les questions d'exclusion numérique et de créer aussi un commun possible en matière de développement de projets numériques. Ensuite, on a axé également sur le faire ensemble. Faire ensemble, ça veut dire apporter des solutions donc les uns avec les autres, mais aussi apporter éventuellement de l'expertise, de la formation quand on peut, de l'échange d'expériences, et puis aussi de la mise en place de projets sur le territoire. Et enfin, accompagner, c'est quand même l'une des missions essentielles de notre Fabrique numérique de territoire, puisque le dispositif axe vraiment énormément sur l'axe d'accompagnement, puisque l'inclusion numérique et le développement de projets qui touchent à emmener les publics vers de la montée en compétences, vers de l'accès à des moyens de se connecter, à des moyens aussi de développer des projets ou d'apprendre ce que le numérique représente dans ses différentes composantes, c'est l'enjeu de la Fabrique numérique de territoire. Mais c'est aussi la possibilité pour les acteurs eux-mêmes de définir de nouveaux projets et puis de travailler ensemble à des solutions nouvelles. Donc alors, en gros, pour résumer un petit peu tout ça, créer un écosystème vertueux, c'était un des enjeux de départ. Dépasser le fonctionnement en silo, c'est-à-dire le fait que chacun, dans son coin, réinvente un petit peu parfois la roue, renforcer ensemble la solidarité numérique, et puis démultiplier et soutenir les projets et les expérimentations sur les territoires. Voilà. En gros, fabriquer du lien. Et c'est ce qui fait que ce projet, nous l'avons développé avec un nom, Connex Lab, qui veut dire évidemment créer du lien,
créer des connexions, faire ensemble. Et du coup, on a créé un consortium pour ce faire. Donc, on n'a pas choisi la voie la plus simple, mais je pense que ça en vaut le coup parce que l'idée d'un consortium faisait sens, consortium d'acteurs qui ont des complémentarités, mais aussi une envie de réfléchir ensemble aux problématiques de l'inclusion numérique et aux problématiques aussi que engendre la transition digitale sur le territoire. Donc en gros, pour définir ce consortium, c'est pas un club privé, c'est pas un club fermé, c'est vraiment un point d'ancrage qui continue de vivre et qui s'ouvre régulièrement à la possibilité que d'autres acteurs puissent venir le compléter, venir aussi apporter leur regard sur l'inclusion numérique, mais aussi leur participation. Donc à ce jour, le consortium est composé de l'association Action Numérique, de la ZELCO, du CRIA, de Pass Emploi Service, ainsi que des partenaires qui complémentent le comité de pilotage avec le réseau d'inclusion numérique de la métropole, le JPRECIA et la mairie d'Orléans, qui est représenté par différents services. En résumé, une fabrique de territoire, ou numérique de territoire, c'est une tête de réseau qui appuie des projets, des actions autour d'elle et qui essaye aussi d'aider à ce que puissent naître sur les territoires des initiatives. Alors, y compris des initiatives plutôt ambitieuses, que ça peut être aussi des liens, des lieux qui apportent des solutions dans des périmètres voisins ou des périmètres aux alentours. Donc, créer aussi un écosystème de ressources pour les porteurs de projets environnants, être un lieu et un environnement de formation et de travail et d'apprentissage et de développement des compétences, être un lieu d'inclusion numérique pour les populations qui sont éloignées des usages digitaux et offrir de nouvelles opportunités en définissant peut-être des programmes ou des initiatives qui feront avancer cette cause. Enfin, être pourvoyeur de solutions et de partenariats au profit des publics et des acteurs. Ça, c'est très important. Alors, que faisons-nous? Donc, il y a 4 axes dans notre action. L'axe partenarial, favoriser les collaborations et les mutualisations en faveur de l'accès aux services et aux outils numériques. Il y a une dimension sociale, bien sûr, réduire la fracture numérique et lutter contre les inégalités qui en résultent. Une dimension inclusive, avec une approche diverse, universelle et inconditionnelle, qui s'adresse à tous. Ce point est très important. Enfin, un aspect éducatif pour des actions qui favorisent les montées en compétences et qui accompagnent la transition numérique pour tout public. En gros, ça se résume à placer l'humain au centre des préoccupations et faire société, parce que la société doit continuer, malgré évidemment les progrès et malgré les nouvelles façons de communiquer ou de faire société ensemble. Alors l'écosystème, c'est un petit peu la roue qui fait tourner un petit peu tout ça. Donc, il y aura de l'équipement mutualisable. Donc, ce qu'on appelle un équipement mutualisable, c'est du matériel, des ressources qui peuvent être déployées, mises à disposition pour les collaborations et qui peuvent se partager aussi entre acteurs. Il y aura également de l'ingénierie de projet qui sera supportée par un facilitateur coordinateur qui organise et qui met en œuvre le projet et l'action. Donc, on a la chance de l'avoir parmi nous, c'est clair. Peut-être que je peux lui laisser la parole quelques instants une fois que j'aurai juste fini cette roue. Elle pourra se présenter à vous et puis dire un petit peu de mots sur l'initiative. Il y aura également donc des médiateurs numériques et des services civiques qui pourront compléter la réponse pour apporter une présence humaine en complément de celles qui seraient apportées par les acteurs qui le souhaitent ou les partenaires qui souhaiteront monter des opérations sur le territoire. Et enfin, des prestations volontaires. Alors, ça peut être des prêts de locaux, de la participation en force vive humaine, par exemple, pour compléter une animation ou mettre en place un projet d'animation global sur un territoire, un événement, une animation. Ça peut être également en numéraire si une collectivité ou une structure souhaite participer au modèle économique de la fabrique numérique de territoire. Donc, il existe plusieurs moyens de faire commun, de faire sens dans le projet pour travailler ensemble. Et ça ne passe pas nécessairement par, évidemment, du numéraire. Hein. Il y a énormément de projets, et c'est même la majorité, qui seront axés inclusion numérique et participation au sens partenariat. Alors,
Avant de passer à ce petit tableau qui a l'air un petit peu enchevêtré, vous avez vu, le facilitateur coordinateur numérique est au centre un petit peu du dispositif et il permet un petit peu de faire du lien entre les membres du consortium, mais aussi les partenaires hein, qui peuvent être acteurs de projets divers et variés en lien, en connexion avec la fabrique numérique du territoire, qui peuvent effectivement s'appuyer sur ces ressources, s'appuyer sur ces possibilités et faire des projets en commun. Donc, je vais laisser peut-être parler Claire pour qu'elle puisse se présenter à vous et puis nous dire peut-être 2 mots sur son rôle. Claire, tu nous entends? Je vous entends. Par contre, j'ai tenté la caméra tout à l'heure, ça ne marche pas. Donc, vous verrez pas mon visage aujourd'hui, mais j'espère qu'on aura l'occasion de se rencontrer plus tard. Donc, j'ai rejoint l'association Action Numérique pour le projet ConnexLab il y a 1 mois. Et donc, on est en train de réfléchir aux meilleures façons de mettre en œuvre les ambitions qui sont portées par le projet ConnexLab. Et je vais partager avec vous un lien vers un petit formulaire qui a pour objectif justement de recueillir vos besoins et vos envies de collaboration avec le ConnexLab pour augmenter et valoriser les actions autour de l'inclusion numérique que vous pouvez déjà mettre en œuvre. Donc, je vais partager ce lien dans la conversation. Est-ce que, Mohamed, tu souhaitais que j'aborde peut-être plus précisément, par exemple, le projet de plateforme d'initiative? Oui, tu peux en dire 2 mots. Alors, sachant que c'est un projet qui est en développement et que nous essayons de construire pour l'année prochaine, c'est un projet ambitieux sur lequel, d'ailleurs, on aimerait bien avoir votre avis et puis sur lequel aussi vous pouvez contribuer à nous aider à avancer et qui, je pense, permettra à terme, si on arrive à le mener à bien, avoir vraiment des façons supplémentaires de collaborer, de travailler ensemble sur les territoires et qui peut d'ailleurs faire même tâche d'huile pour aller sur des territoires plus étendus, comme par exemple le département du Loiret ou régional carrément ou ailleurs, parce qu'on peut effectivement partager également ce genre d'outils qui peuvent être utiles ailleurs. Ok, du coup, on enchaîne sur la partie questions. Il y a déjà quelques personnes qui souhaitaient intervenir. Juste sur, est-ce que vous souhaitez qu'on finisse le diaporama pour que ensuite on déroule ces questions ou vous préférez poser des questions tout de suite? J'ai pas de visibilité sur Donc, alors, il y avait Madame Joffre, mais qui doit bientôt partir, Madame Sandra Joffre, qui posait la question de savoir comment on faisait pour devenir partenaire. Alors, c'est très, très simple. On va créer, là, c'est déjà le cas, parce qu'il y a un questionnaire dont Claire vient de parler, qui est très intéressant déjà pour commencer un petit peu à faire un petit tour d'horizon des besoins, aussi des acteurs qui souhaitent très vite ou dans les semaines, mois qui viennent, développer ces partenariats. Pour être partenaire, c'est très simple. Il suffit de le formaliser par mail ou nous appeler. On va vous laisser les coordonnées, bien sûr. Et Claire vous laissera ces coordonnées là en chat. Et puis, vous pouvez aussi nous retrouver dans le formulaire qui va vous être mis, qui vous a été mis en lien. Et nous, on revient vers vous. Claire revient vers vous. Et puis, ce travail va se faire très naturellement pour vous inclure dans la dynamique et puis aussi entendre ce que vous voulez créer, concevoir, développer avec la fabrique numérique de territoire. Et alors, les partenariats, il y a 2 types de partenariats. Ce que vous voyez un petit peu à l'écran, là, c'est un schéma qui a l'air comme ça, encore une fois, un sac de nœuds, mais il y a effectivement 2 niveaux. Il y a le consortium, qui est composé d'acteurs qui sont très inclus, parce qu'un consortium, il y a une convention qui permet effectivement aux acteurs d'être ensemble dans un même projet. Donc, si vous souhaitez faire partie du consortium, dans ce cas-là, il faut effectivement demander au consortium, et vous pouvez passer par Claire pour ce faire, pour demander effectivement à être inclus dans le consortium. Donc, le consortium peut étudier, voir comment vous inclure éventuellement dans son comité. Et puis, vous avez la partie partenariat qui peut être conventionnée également.
où on est acteur partenaire et où les projets que vous souhaitez mettre en œuvre peuvent être conclus avec la Fabrique numérique du territoire et accompagnés par Claire et son équipe. Voilà. Donc, c'est comme ça que ça va se jouer. En gros, vous avez un interlocuteur, facilitateur, coordinateur qui va s'occuper de mettre en place de façon opérationnelle sur les territoires, voir avec vous les ressources dont vous avez besoin, ce que vous souhaitez aussi organiser et développer, et puis construire avec vous le projet, vous aider à le mettre en place. Et au cas par cas, chaque projet est différent. Et vous allez voir ensemble, là, sur le slide suivant, on a des typologies de projets qui peuvent être très variées. Hein. Donc, vous voyez, alors déjà, la boîte à outils de la fabrique, en quoi elle consiste? Vous avez 4 grands domaines d'outils. On a les équipements standards. On appelle équipements standards, c'est les ordinateurs portables, des tablettes, des stations de travail qui peuvent être mobilisés par des acteurs ou par des entrepreneurs, etc., des gens qui souhaitent développer des projets mais qui ont besoin d'un support technique pour le faire. Vous avez des machines à commande numérique qui seront mises à disposition également, donc des imprimantes 3D, un traceur, des découpeuses, des brodeuses, par exemple, pour broder de façon automatique et de façon numérique sur des... ce sera vraiment de la vraie broderie, mais sauf que c'est fait à travers un programme informatique. Vous avez des presses à chaud, etc. Donc, c'est un ensemble, un environnement qu'on appelle machine à commande numérique et qui permettront de mettre en place des ateliers ou des découvertes pour mettre en place des projets d'appétence, par exemple, avec du public. Ça peut être très intéressant. Dans un centre social, dans une association, en lien avec une mairie, par exemple, aussi. Donc, tout type de partenaire. Hein. On n'est pas fermé sur la typologie de partenaire. Vous pouvez être un établissement d'enseignement, une école ou une association. Ça marchera, de toute façon, ça marchera très bien. Pas de problème. Après, vous avez tout ce qui est robotique électronique. C'est un environnement de travail donc particulier qui se prête bien d'ailleurs à tout ce qui est éducatif, apprentissage et puis aussi appétence, hein, découverte. Alors, c'est pour tous les publics, hein, qu'on se le dise. Hein, la robotique ou l'électronique ne sont pas faites que pour les enfants. Ça peut servir aussi aux adultes pour découvrir ce que c'est que, à minima, un petit peu le coding, etc. Mais de façon très simplifiée, très facile, avec une forme de convivialité aussi qui est recherchée pour simplifier l'usage et l'accès à ces outils. Enfin, vous avez toute la partie vidéo, audio et gaming. Là, on parle de réalité virtuelle, d'enceintes connectées, d'appareils photo et de vidéo ou de réalité augmentée. Là, c'est pareil, il peut y avoir des projets qui peuvent aussi naître et se développer autour de ces concepts-là. Voilà. Alors, quelques exemples, hein, mais encore une fois, ils sont tout à fait indicatifs et pas exhaustifs. Donc, c'est ce qu'on appellera l'atelier traditionnel augmenté, par exemple. Imaginez dans un centre social où il y a des ateliers qui se font occasionnellement avec des publics, la brodeuse numérique ou une machine à commande numérique va remplacer ce qui se fait habituellement, par exemple, avec un club de participants ou un groupe de participants qui va passer d'une pratique classique, c'est-à-dire là où on fait de la couture, à une découverte de la couture autrement, quoi, là où une brodeuse prend le relais et où il y a quelques étapes finalement qui emmènent vers le numérique, mais qui sont avec un rendu, avec une réalisation au bout qui donne quand même cet intérêt, cet attrait pour découvrir autrement le numérique. Donc là, c'est ce qu'on appellerait, nous, un trait d'union entre une activité traditionnelle et la modernité. Et ça peut être aussi un tremplin vers des pratiques numériques qui impliquent des usagers, qui les sollicitent et qui font intervenir aussi leur créativité et qui ouvrent la voie à de nouvelles expérimentations pour eux. Alors, il y a aussi l'éducation augmentée avec la robotique. Donc ça, on l'a vu tout à l'heure. Hein. Par exemple, une école, un centre social, une mairie peut décider de dire, bah, tiens, moi, j'aimerais bien, pour mon public ou un public en particulier, développer un atelier robotique pour éveiller un petit peu à la programmation, faire aussi animation conviviale, mais aussi intelligente sur des outils nouveaux. Ça peut être aussi l'occasion de le faire. Donc ça, c'est un autre axe. Et enfin, vous avez tous les ateliers classique de coaching ou d'accompagnement du public vers l'inclusion classique. Donc là, on identifie des publics qui sont éloignés, qui ont un peu plus de difficultés ou qu'on souhaiterait un peu inclure, donc sur des questions d'accès aux droits, des demandeurs d'emploi, de l'accès vers un peu plus d'autonomie, etc. Donc, c'est concevoir et proposer avec vous une action qui peut aller dans ce sens, y compris régulière au sens qu'on étudie ensemble
qu'est-ce que ça supposerait pour qu'on en arrive là, etc., etc. Donc, il peut y avoir plusieurs axes de travail, de développement en commun sur des questions de ce genre. Voilà. Et maintenant, c'est à vous. Voilà. Donc, la présentation est terminée. Et si vous avez des questions, bah, écoutez, on est preneur. Il y avait Monsieur Toisier qui suggérait, Mohamed, que tu évoques les démarches déjà enclenchées avec Châteauneuf et la mairie de Chécy. Donc, alors, les projets qui sont déjà enclenchés. Alors, sur la mairie de Chécy, il y a donc ça, on a commencé en janvier, fin janvier dernier, avant le confinement d'ailleurs, qui a bloqué un petit peu d'ailleurs tout le monde au vol, qui a un petit peu cassé la dynamique, mais qui a permis en fait d'installer un point d'accès au public pour de l'inclusion numérique régulière via ce qu'on appelle nous une permanence numérique. Alors, une permanence numérique, c'est un point dans un lieu repéré, un CCAS ou une mairie, et qui permet à des publics qui ont des difficultés, des questions, des doutes sur le numérique, sur comment faire, etc., de trouver une réponse avec un médiateur numérique qualifié, formé pour la question. Et ça se fait sur rendez-vous. Alors d'autant plus avec la crise sanitaire, puisque c'est pas évident d'accueillir en flux comme ça des publics, donc on le fait sous forme de rendez-vous. Et ça permet à ces publics qui sont pas loin de chez eux d'ailleurs d'avoir un point d'accroche, un point qui permet de répondre à leurs questions. Et puis sur la mairie de Châteauneuf, c'est un projet d'intervention d'un atelier en fait pour les seniors, puisque on a identifié en fait plusieurs personnes qui avaient beaucoup de problématiques avec le numérique, beaucoup de doutes, beaucoup de questions sur ce sujet-là, et on a décidé de construire un atelier d'inclusion pour que les publics seniors soient accompagnés au long durant un atelier, et où on passe en revue en fait toutes les questions finalement clés que se pose un débutant ou une personne qui a vraiment au départ besoin d'un cadre pour se positionner et aller un petit peu progressivement vers l'autonomie. Alors encore une fois, l'autonomie, c'est un enjeu complexe et loin de nous de penser qu'un atelier permettrait l'autonomie. C'est pas comme ça qu'on le voit. Nous, on le voit plutôt essayer d'aller pour être plus à l'aise, en fait. En gros, hein. On a un regard vraiment finalement assez modeste sur la façon dont on peut effectivement emmener les gens vers l'autonomie. L'autonomie, c'est un parcours assez long selon les individus, hein, ça peut être plus rapide pour certains, mais ce qu'on appelle autonomie, nous, c'est être à l'aise vis-à-vis de certains points, certaines questions clés qui se posent à la personne. Donc chaque personne est unique et chaque personne peut avoir besoin de solidifier, de cimenter quelques concepts et quelques notions. Est-ce que vous avez d'autres questions ou est-ce que vous souhaitez prendre la parole peut-être, même pour exprimer peut-être des points de vue Alors oui, Vincent, bonjour Vincent. Question sur la complémentarité avec le réseau. Alors, la complémentarité, c'est que la fabrique numérique du territoire est sur un segment beaucoup plus opérationnel. Le réseau fait partie du comité de pilotage, donc on partage ensemble les problématiques et les difficultés que l'on repère, et on essaye, nous, au sens fabrique numérique du territoire et donc consortium, d'agir sur un périmètre en fait en commun, qu'on partage en commun, un territoire qu'on connaît, de trouver ensemble en fait la meilleure façon d'apporter des réponses utiles sur le terrain. Alors, il faut qu'à chaque fois évidemment que ça soit complémentaire. Et il faut qu'à chaque fois, ce soit souhaité comme un élan positif et surtout une solution qui apporte à l'endroit où le projet vient s'arrimer. Donc, évidemment, il y a cette dimension-là également. On étudie si le besoin est présent. D'où l'intérêt aussi de faire cette remontée de besoin, d'envie de travailler, de collaborer et de développer des projets là où il y en a besoin. J'espère que j'ai répondu à la question, Vincent.
Sur le labo, je dirais que le labo, on est encore aux prémices, hein, la fabrique numérique du territoire, avec en plus cette année 2020 qui, vous l'aurez tous, je pense, vécu de la même façon, est une année très particulière. On en est aux prémices quand même du développement de cette initiative. Là où ça va prendre son envol, ça va être, je pense, début d'année prochaine et l'année prochaine. Du coup, avec le labo, on n'a pas encore construit véritablement les liens, mais à coup sûr, on aura l'occasion de le faire et Claire va travailler aussi sur ces questions-là. Oui, alors Rémi souhaite peut-être prendre la parole, c'est ça? En fait, par rapport à la discussion du début avec Julia et le fait qu'il voilà, il y a plusieurs initiatives de tiers-lieux et fabriques Oui. de territoire sur notre région, je pensais que ça pouvait être intéressant d'avoir le point de vue de Monsieur Toisier un peu sur la vision un peu plus globale à l'échelle de la région. Si Rémi, quand tu veux, si tu veux prendre la parole, pas de souci. Bonjour Claire, bonjour Mohamed. Bonjour. Bonjour à toutes et tous. Oui, bah écoutez, je crois que c'est intéressant. Merci pour cette présentation qui est vraiment très claire et qui démontre vraiment ce qu'est un des mots-clés importants de l'appel à manifestation d'intérêt fabrique de territoire, c'est-à-dire le mot-clé, c'est lieu ressources. Et si Julia était là, elle pourrait le certifier. Lieu ressources, ça veut dire beaucoup de choses et c'est souvent mal compris sur les dépôts de candidature. Et là, dans ce que tu as exprimé, c'est pour ça que je voulais que tu parles de Chessy, de Châteauneuf, parce que pour moi, c'était l'expression même, hein, en dehors du fait que déjà, vous êtes en consortium, ce qui est une forme déjà de lieu ressources, parce que ça veut dire que les uns et les autres, vous partagez des choses et ça permet de les diffuser vers d'autres univers, vers d'autres lieux. Et l'idée, c'est vraiment de faire en sorte qu'il y ait une véritable coordination entre les fabriques de territoire de la région, Centre-Val de Loire, il y en a 8 aujourd'hui. En plus, on a de la chance parce qu'elles sont relativement bien réparties sur le territoire, puisque en fait, il y en a pratiquement dans tous les départements de mémoire. Donc ça, c'est très intéressant. Et notre objectif avec Julia et Christine Leprince d'Usgard, c'est de faire en sorte que justement, par les échanges, on puisse avoir des actions qui soient mises en valeur et qui permettent de démontrer dans les territoires locaux que voilà, on peut faire naître un tiers-lieu dans tel ou tel comment dire lieu de ruralité ou périurbain, de manière à ce que justement on fasse en sorte de répandre et de faciliter, je dirais, la possibilité de mettre en place beaucoup d'actions qui vont aller à la fois vers la médiation numérique, l'inclusion numérique. Donc vous avez noté peut-être au long de cette journée qu'on apparaît dans plusieurs programmes avec justement des acteurs comme Mohamed. Et ça, c'est très, très important. On a parlé d'Open Badge dans un autre atelier tout à l'heure. C'est très important d'arriver à tout mailler de manière à ce que justement sur le territoire, on ait vraiment ce positionnement des tiers-lieux pour pouvoir actionner vraiment une multitude d'actions qui vont permettre comment dire, cette inclusion. Et je crois que ça, c'est essentiel. C'est vraiment essentiel. Donc, merci Mohamed pour ce que tu fais avec tous tes collègues. Hein. Moi, j'ai la chance de faire partie du comité de pilotage en observateur averti, on va dire ça comme ça. Mais donc, je vois bien tout le travail qui est mené. C'est long, c'est fastidieux par moment, mais voilà, c'est comme ça. Et puis, ça nécessite beaucoup d'échanges. J'ai mis dans dans le chat que ça permettait d'évacuer aussi les travaux en silo. Et Dieu sait si ça existe partout, pas seulement dans notre région, partout. On en parle avec différents, parce que moi j'ai la chance de faire partie de différentes actions au niveau national. On en parle partout, ces actions en silo qui font que d'un quartier à un autre, on va faire quasiment la même chose, sauf qu'on va pas trop se parler, on va pas trop échanger, et ça c'est vraiment dommage. Donc la coordination qui a été souhaitée au niveau des fabriques de tiers-lieux, de fabriques de territoire, pardon, elle est vraiment aussi pour cela, pour briser un peu ce travail en silo et faire en sorte que justement on ait vraiment une mutualisation des choses, on ait vraiment une facilitation pour pouvoir permettre l'éclosion de différentes idées, qu'elles soient citoyennes, qu'elles soient associatives pures, qu'elles soient voilà, de toutes sortes. C'est très, très important. Oui, tout à fait. Et merci Rémi pour
pour ces retours et ces témoignages. Moi, je pense que ce qui est important dans ce qu'on essaie de faire, c'est avant tout de se dire qu'on n'est pas seul et que tout autour, il y a des acteurs qui font des choses. D'ailleurs, je trouve que la plupart des acteurs font beaucoup de travail et assurent vraiment dans leur territoire. Et que, à ce titre, ça vaut le coup de lever la tête et de regarder qui fait quoi et d'essayer de se tendre la main parce que je pense qu'on partage en fait un territoire en commun qui est pas si grand que ça en fait. Et que c'est dommage, par exemple, d'avoir des acteurs qui ont des idées formidables, qui ont des envies formidables de faire des choses et qui peuvent pas les faire pour X raisons parce que ça bloque quelque part. Et du coup, l'initiative, c'est aussi ça. C'est de tendre la main et de dire, bah, il y a la possibilité de faire ensemble et de débloquer un peu, de déverrouiller là où ça bloque et de faire en sorte qu'une initiative voit le jour ou que des initiatives voient le jour un peu partout dans les territoires et qu'il y a des chances de pouvoir travailler en commun et de mieux se connaître et de découvrir de nouveaux acteurs. C'est quelque chose de formidable. Est-ce qu'il y a des questions? Vous avez encore, enfin, vous voulez peut-être aussi prendre la parole, hein, n'hésitez pas si vous souhaitez parler de vous, parler un petit peu de ce que vous aimeriez que ce soit, ce que vous voudriez faire peut-être en termes d'initiative ou de comment vous voulez vous projeter également. Ce que ça peut aussi évoquer pour vous. Non, c'est bon? Il n'y a personne qui... Bon, je vois qu'il y a quelqu'un qui écrit, donc on va attendre... N'hésitez pas, hein, si vous voulez prendre la parole directement, vous pouvez. Hein. Puis Claire, tu veux rajouter quelque chose? Alors, du coup, on a l'intervention de monsieur ou madame Dégout, oui. Qui manifeste son intérêt et qui voudrait savoir si la présentation pourra être partagée de façon à ce que lui ou elle puisse la rediffuser dans sa propre structure. Donc, je pense que ce sera le cas. Je pense de toute façon que Muriel Rouzet, donc, qui organise cette journée, a prévu de centraliser tous les supports des différentes on met à disposition la présentation, on va la mettre à disposition de tous et on pourra vous l'envoyer par mail si ça vous intéresse. Donc, on reprendra la liste de tous les participants et puis on vous l'enverra par mail pour que vous l'ayez. Peut-être le dernier point qu'on pouvait peut-être aborder, c'est une autre vision du désilotage de l'action, c'est-à-dire que on envisage vraiment l'action du Connex Lab à destination de tout public qui peut être concerné, donc vraiment indifféremment de la difficulté rencontrée, on s'adresse vraiment à toutes les personnes sur le territoire, comme tu le disais, quel que soit l'âge, quelles que soient les difficultés rencontrées. Donc il y a aussi la volonté de croiser les expériences que peuvent avoir les acteurs en relation avec différents publics de façon à mutualiser les approches et pouvoir offrir un service toujours plus performant. Tout à fait. Et d'ailleurs, pour répondre sur cette question d'ouverture, on vous parlait tout à l'heure d'un logiciel ou d'une plateforme qu'on envisageait. C'est une plateforme qu'on a appelée la plateforme d'initiatives. Voilà, c'est une sorte de marketplace qu'on veut préfigurer pour 2021. Et là-dessus, on attend aussi, on vous interviewe, peut-être qu'on viendra vers vous pour vous demander également ce que vous en pensez et comment vous souhaiteriez voir se développer cette initiative. Ce serait en fait une application en ligne donc, que l'on co-construirait avec vous, qui aurait pour ambition en fait de proposer sur les territoires à tout moment une visibilité des initiatives qui sont menées et de permettre entre acteurs à tout moment de pouvoir construire une opération. Et en mobilisant soit la fabrique numérique de territoire, soit en mobilisant les moyens de la fabrique numérique de territoire,
soit en décidant également de faire connaître son initiative sur le territoire. Et du coup, de l'avoir de façon ergonomique, de façon très facile d'accès, et de pouvoir visualiser en fait, en quelques clics en fait, ce qui se fait sur un territoire donné. Voilà, et de façon géolocalisée, de façon fluide, qu'on ait la possibilité également de mobiliser les moyens dont on a besoin pour une action donnée en fait. Donc, je ne sais pas si c'est clair parce que ça a l'air peut-être un petit peu encore très en développement tout ça. Donc, mais si ça vous parle, il y a tout un travail là-dessus. Et je pense que si ça vous intéresse, vous pouvez aussi rejoindre, je pense, la réflexion avec nous sur cette question. Alors, en tout cas, ça s'inscrit, je pense, tout à fait dans la logique d'essaimage qu'évoquait M. Toisier tout à l'heure. Donc, vraiment le rôle de facilitation à l'éclosion d'actions au plus près des acteurs et au plus près des territoires, quoi. Donc, ce sera vraiment le but poursuivi par la mise en place de cette plateforme. Tout à fait. Et il y a un appel, justement, que l'on vous fait dès aujourd'hui. Si vous êtes intéressé par ce genre de réflexion et de collaboration, de pouvoir vous manifester pour pouvoir aussi nous apporter de façon très précieuse, parce que c'est très important pour nous, vos regards, vos retours, et puis peut-être aussi votre expertise, parce que ça va nourrir un petit peu le travail qu'on fera pour cette plateforme-là, cette plateforme des initiatives ou marketplace des initiatives. Voilà, donc c'est encore en construction et vous pouvez nous apporter vos éclairages là-dessus. Il y a Madame Dégout, je crois, qui pose une question. Les moyens financiers, la possibilité d'avoir des continuités opérationnelles. Alors, si je comprends bien, c'est quels moyens financiers sont derrière, enfin, sont mis à disposition, et est-ce qu'il y a une continuité possible des opérations, donc au-delà du ce que j'appellerais moi one shot, c'est-à-dire un coup et puis ça s'arrête. C'est un peu ça, Madame Dégout? Je te pose la question, si j'ai bien compris. Sur la première partie de la question, les moyens financiers, alors nous, on met en place, alors non pas des moyens financiers, mais des moyens techniques et des moyens opérationnels. C'est quoi? C'est tous les moyens d'accompagnement, ça peut être de l'ingénierie, ça peut être de l'accompagnement technique ou de l'accompagnement en matériel, etc., qui va manquer, les morceaux qui manquent pour que des opérations voient le jour sur les territoires. Voilà. Donc, la continuité opérationnelle, c'est-à-dire la continuité d'une action, oui, on peut imaginer des actions qui ne sont pas one-shot, mais il faut qu'on le définisse dans un calendrier. Il faut que ça soit construit, c'est-à-dire qu'il faut qu'on soit capable de le programmer, en fait. Mais à partir de là, oui, c'est tout à fait possible. Et évidemment, il y aura un planning, et il y aura un partage de ce planning et de cette continuité d'opération dans le temps que l'on gérera et qui sera tout à fait accessible à chacun. Est-ce que ça répond à votre question, Madame Dégout? Ou est-ce qu'il y a des besoins de précision encore? Peut-être qu'elle est partie, Madame Dégout, je ne sais pas. Non, elle est là, Madame Dégout. Alors, il y avait, bon, je pense de toute façon qu'il va falloir ne pas trop tarder, mais sinon il y avait Madame Trine qui abordait un sujet intéressant autour des attentes que peut avoir le public salarié liées à ces questions du numérique et d'un accompagnement spécifique. Donc, ça peut effectivement constituer aussi un axe de travail. Et donc, on se tient à disposition de Madame Trine pour échanger de façon plus approfondie sur ce sujet-là. Alors juste, oui, Madame Trine, tout à fait, il y a tout un axe sur la question du public salarié, parce que la fracture numérique, ou du moins l'exclusion numérique, ne touche pas que des publics qui sont en grosse difficulté sociale ou qui sont demandeurs d'emploi. On a tout type de publics qui peuvent être en difficulté et bien sûr, tout type d'opération peut être éligible. Il faut juste en parler et ça peut être des collaborations donc à plusieurs niveaux, entre plusieurs acteurs d'ailleurs.
Et puis également sur le montage financier sur un sens plus large. Ce que je vous propose, Madame Desgoux, également, c'est que ces questions peuvent être aussi abordées avec Claire et avec nous-mêmes sur un temps de dialogue plus tard, parce qu'effectivement, on va manquer de temps pour préciser les possibilités là-dessus. Voilà. Et je vois bien que... Très bien, merci. Gwen, qui a mis la conclusion de la journée. Et il va falloir qu'on s'arrête parce que je crois qu'on a fait un petit peu le tour des questions. Est-ce que pour vous, c'est clair? On peut dire que vous pouvez revenir vers nous à tout moment. Hein. Claire vous a laissé les coordonnées dans le chat. Et puis, je voulais surtout vous remercier d'avoir participé à cette présentation et à cet échange. Et puis, vous dire que ça ne s'arrête pas et que vous êtes évidemment tous invités à continuer de dialoguer sur ces questions-là et puis à venir vers nous pour nous proposer vos pistes, vos réflexions, vos projets, vos initiatives. Et puis, on prendra bien sûr contact avec vous sans faute pour pouvoir avancer sur ces questions-là. Merci. À très vite, du coup, hein, à très bientôt. Et voilà. Bah, écoutez, merci à tous. Merci.